Donc en fait j'ai été convoquée par le PMS et ils m'ont appelé en urgence en me disant vraiment qu'il fallait absolument qu'on se voie parce que là la situation devient difficile pour mon fils. Et donc en allant à ce rendez-vous, là elle me dit voilà, votre fils ne peut plus rester dans l'école normale. Pour lui, l'encadrement dans une école spéciale sera mieux adapté. Et donc. Et ça se passe comment? On vous laisse le temps de la réflexion ou... Il fallait absolument vite mettre les choses en place. Donc pour elles, tout était même au bureau. Elles ont téléphoné à plusieurs écoles et spéciales. Et donc là, elles me disent voilà, Alan, il y a une place de libre et on peut aller tel jour à 9h, c'est pas grave, on vous y emmène. Il faut juste que vous me préparez les papiers, on ira tous ensemble en voiture avec la psychologue et l'assistante sociale du PMS. Non, 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 non. Ça, ma chère, c'est un bel exemple de mauvaise pratique. Le PMS émet un avis. Il ne peut en aucun cas contraindre l'inscription dans l'enseignement spécialisé. Les parents restent les seuls à décider de l'éducation qu'ils souhaitent pour leur enfant. Tu crois que ça arrive que des enfants se retrouvent en enseignement spécialisé alors qu'ils n'en ont pas besoin? C'est malheureusement une réalité. Le centre PMS avait déjà dans l'optique avec la direction de l'école de faire tout ce qu'il fallait pour que Kélian soit inscrit en enseignement spécialisé. Mais la décision s'est prise conjointement avec la maman de Kélian, sans me consulter, et je ne savais pas que ces démarches étaient en route. Les documents étaient déjà prêts pour inscrire Kélian en enseignement spécialisé, et ils m'ont demandé de signer, ce que j'ai refusé. Quand j'ai été mis au courant, toujours par la maman de mon enfant, j'ai demandé à un fort jeune de m'aider, parce que j'étais perdu, je me disais, mais qu'est-ce qui nous arrive là, qu'est-ce qui se passe? Le handicap de mon enfant ne se voit pas de l'extérieur, et c'est un problème plus, où il doit plus être accompagné dans l'aide pour sa scolarité, et je ne voyais pas ce qu'il allait faire dans un enseignement spécialisé. Moi, je ne comprenais pas sur base de quoi j'allais signer un tel document, donc j'ai demandé qu'il y ait un bilan qui soit établi à l'hôpital Erasme, ce qui a été fait, et l'hôpital Erasme n'a pas pointé du doigt le fait que Kélian devait être inscrit en enseignement spécialisé, qu'au contraire, avec des aides supplémentaires telles que logopède, ergothérapeute, il pouvait très bien y arriver comme tout autre enfant. Quand je vois comment les choses ont été gérées par le centre PMS, qui se montrait plus comme un organe décisionnel où on était obligé de suivre leurs recommandations, par la suite, un fort jeune m'a expliqué « mais non, c'est pas du tout leur rôle, ils ne peuvent pas agir de la sorte. Leur rôle est de conseiller les parents et de voir avec eux ce qu'il est possible de faire pour qu'un enfant puisse avoir les mêmes chances qu'un autre enfant. » C'est vrai que de devoir voir une logopède, une ergothérapeute après les heures de cours, il faut être volontaire et c'est pas évident, mais il l'a été, il voulait s'en sortir. Et donc ça a été une alternative importante pour la continuité de son processus en enseignement ordinaire. Et aujourd'hui, il prépare son CEB. Une des cibles que nous avons eues quand on a réédité cette brochure, c'est les centres PMS, qui ont un rôle central par rapport à la prise en compte de la situation individuelle d'un enfant, notamment en situation de handicap, et donc de prendre en compte cela et de les conscientiser au fait qu'il ne faut pas nécessairement orienter systématiquement des élèves vers des filières qui sont moins valorisées ou des filières d'enseignement spécialisé nécessairement qu'on peut trouver. L'objectif est quand même d'avoir un enseignement inclusif. Il n'y a pas d'obligation de la part des parents de rentrer en contact avec le centre PMS. Donc les parents peuvent très bien refuser à un moment donné les convocations du centre PMS quand celui-ci les convoque parce qu'un enseignant a remarqué que tel ou tel enfant avait du mal à suivre ou présentait certaines difficultés et que l'enseignant déjà se dit peut-être qu'il y a tel ou tel trouble qui est caché derrière. Donc la manière dont ils associent les parents
eh bien, c'est-à-dire qu'ils vont recevoir ces parents, généralement la psychologue ou le psychologue et l'assistante sociale, et on va expliquer aux parents la difficulté qui a été constatée, et généralement, ce qui va se passer, c'est que dans la discussion, la psychologue ou le psychologue va conseiller fortement aux parents tel ou tel type d'orientation. Alors face à ça, beaucoup de parents qui ne connaissent pas le système scolaire ou qui sont quelque part impressionnés d'être tout d'un coup convoqués dans le bureau d'une psychologue, d'une AS, etc., avec la directrice parfois quelque part à l'arrière-plan, eh bien ces parents suivent la plupart du temps ces conseils et ne savent pas forcément qu'ils peuvent s'opposer et comment s'opposer. Parce qu'un parent qui s'oppose, souvent c'est alors à ce moment-là un parent qui va être mal vu par le centre PMS et par l'école, puisqu'il n'est pas collaborant, entre guillemets. Il faut quand même se rendre compte que très souvent le centre PMS est un peu au service, entre guillemets, des écoles. Donc c'est-à-dire que quand il y a une situation qui est mise en avant par un enseignant ou une direction d'école, c'est cet enseignant ou cette direction d'école qui va informer le centre PMS. Et très souvent, du coup, les acteurs du centre, que ce soit psychologue, assistant social, ils ont déjà une vision qui est celle de la direction ou de l'enseignant. Et c'est seulement dans un second temps qu'ils vont avoir la vision des parents. Parce que très souvent, les demandes émanent plus de l'école que du jeune ou de sa famille. L'assistant social, souvent en centre PMS, il va jouer le bras droit du psychologue. Et à aucun moment, ces assistants sociaux ne mettent en avant les particularités liées aux questions sociales. À aucun moment. Donc ça, c'est quand même quelque chose d'interpellant, puisque de par leur formation de base et de par leur spécificité, ils sont censés apporter autre chose que le point de vue purement psychologique dans l'orientation. Ils sont censés, à un moment donné, voir quelle est la situation socio-économique, voir quelles sont les ressources ou pas qu'il peut y avoir dans l'entourage, dans la famille, etc. et remettre tout ça en contexte. Et donc, à partir du moment où on remet les questions sociales, économiques, en contexte avec l'apport psychologique, on peut parfois se rendre compte qu'il y a des choses qui clochent. Et que le test isolé du contexte ne veut en fait rien dire. Et que s'il est analysé sur base du contexte, on se rend compte qu'en fait, c'est le contexte socio-économique qui pose problème. La structure même du centre PMS, la manière dont il est conçu, la manière dont il fonctionne, fait qu'il n'est pas prévu pour avoir un autre type d'accompagnement des parents. Et il n'est pas conçu pour être en opposition avec le système scolaire et avec l'école en tant qu'institution. À partir de là, on ne peut pas demander au centre PMS de jouer un autre rôle que celui pour lequel finalement il a été créé. L'existence même du centre PMS se justifie par le fait qu'il trie les enfants et qu'il les rend conformes à l'institution scolaire. N'oubliez pas qu'en matière d'orientation vers l'enseignement spécialisé, le PMS ne peut donner qu'un avis. Un avis n'est pas une décision.